passe en run. Bonjour à tous. Le dispositif que vous voyez est en train d'exécuter un algorithme. C'est une machine de Turing électronique, mais à but pédagogique. Alors qu'est-ce que c'est que ce concept de machine de Turing? Eh bien, c'est un concept qui est né de l'imagination du mathématicien anglais Alan Turing en 1936. Et ce concept de machine de Turing, ce n'est rien d'autre que l'ancêtre de tous les ordinateurs et même de tous les systèmes numériques qu'on utilise aujourd'hui. Alors j'ai prévu une série de 10 vidéos pour commencer. Et dans ces vidéos, on va se familiariser avec ce concept de machine de Turing. Et puis bien sûr, on va voir comment on fait pour utiliser cette machine que j'ai voulu pédagogique afin qu'elle puisse être utilisée même par des jeunes élèves. Donc c'est-à-dire comment on va faire pour saisir des algorithmes et les exécuter à vitesse variable. Donc si je puis dire, voici le programme. Donc dans cette première vidéo, je vais commencer par vous présenter ce mathématicien anglais qui s'appelait Alan Turing, ce concept de machine de Turing qu'il a inventé, et je vous montrerai bien sûr des exemples d'algorithmes, comme je vous l'ai dit, qu'on peut saisir et exécuter avec ce dispositif, cette machine de Turing réelle. Alors c'est un dispositif, c'est une machine de série, ce n'est pas un prototype, c'est bien un exemplaire de série. Voilà. Donc j'ai fait en sorte que ce soit simple à utiliser, encore une fois, pour que ça puisse être utilisé même par des jeunes élèves. Alors c'est peut-être des collégiens, des lycéens, ou même des post-bac, parce qu'on verra qu'on peut faire des choses assez sophistiquées avec cela. Voilà, alors, donc dans la vidéo numéro 2 ensuite, je vais détailler ce premier algorithme que vous voyez en train d'exécuter actuellement. Donc cet algorithme, il est implanté d'usine dans la mémoire du dispositif, et quoi qu'il arrive, on ne risque pas de l'effacer. En fait, on ne peut pas l'effacer. Alors je vais lui donner un petit nom, je l'ai appelé ping-pong. Bien, alors ensuite dans la vidéo numéro 3, on verra d'autres animations lumineuses. Donc qui ont entre 1 et 6 états. Alors j'expliquerai cette notion d'état dans quelques instants. Avant de passer dans la vidéo numéro 4 à des algorithmes d'addition et de soustraction de deux nombres binaires et même de deux nombres binaires signés, c'est-à-dire des nombres qui peuvent être positifs ou négatifs. J'expliquerai alors ce qu'on appelle le complément à 1 et le complément à 2 d'un nombre binaire qui permet de passer d'un nombre à son opposé. Par exemple de plus 5 à moins 5, de moins 12 à plus 12. Ensuite, dans la vidéo numéro 5, alors c'est ma vidéo préférée, très importante comme vidéo, puisque j'y explique des algorithmes particuliers avec un drôle de nom. Il s'agit, alors ce sont des algorithmes qu'on appelle des castors affairés. Alors c'est à la fois amusant, et pourtant c'est capital, parce que j'aborde dans cette vidéo une notion qui est incontournable dans ce qu'on appelle les sciences informatiques, et qui fait partie d'une théorie qui s'appelle la théorie de la calculabilité, et en fait il s'agit du problème de l'arrêt des programmes. Alors, la vidéo numéro 6 présente un algorithme qui est connu sous un nom, peut-être vous avez entendu parler, il s'agit du jeu de la vie. En fait, on peut donner aussi un autre nom à cet algorithme, il s'agit d'un automate cellulaire, ça s'appelle comme ça, et puis j'expliquerai pourquoi, mais moi j'ai choisi d'utiliser ce qu'on appelle la règle 30. Dans la vidéo numéro 7, on passe à la logique booléenne, vous savez, avec ces fameuses portes logiques et, ou, non, et toutes les autres portes logiques, on les verra toutes. Et puis ensuite, je donnerai des utilités, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors aussi bien en informatique, par exemple, vous savez, en informatique, parfois on fait un masque. Puis je donnerai aussi quelques exemples d'utilisation de ces portes logiques en électronique. Alors dans la vidéo numéro 8, c'est un peu la continuité. Alors au début, avec les portes logiques, on fait ce qu'on appelle la logique combinatoire, simplement. Puis après, eh bien, on utilise la sortie pour le réinjecter à l'entrée, et ainsi on passe à des systèmes de logique séquentielle. Donc on va voir ces dispositifs de logique séquentielle, on va voir qu'on peut même les programmer sur la machine, il n'y a pas de souci. Et puis en fait, la logique séquentielle, c'est la logique des bascules avec des effets mémoire, par exemple. Vous avez peut-être entendu parler. On faisait beaucoup ça par le passé, on étudiait ça en électronique. Donc il y a les bascules RS, les bascules JK, les bascules D. Après, c'est utilisé aussi, surtout les bascules D, c'est utilisé dans les registres qu'on trouve dans les microprocesseurs. Et donc voilà, pareil, je présenterai des applications aussi bien en électronique, mais aussi dans un domaine qui s'appelle l'automatisme industriel. Voilà, alors dans la vidéo numéro 9, j'explique comment on est passé de cette simple machine de Turing qui semble basique,
à nos ordinateurs actuels. On va voir ainsi différentes phases importantes d'évolution, que j'appelle des mutations technologiques. Alors il faut savoir que les ordinateurs en fait ne sont ni plus ni moins que des machines de Turing particulières. Un ordinateur, c'est ce qu'on appelle une machine de Turing universelle. Alors c'est une notion que bien sûr je vais expliquer dans les vidéos, j'explique ça en détail. Et puis à un moment donné, je vais expliquer la liste de ce que peut faire une machine de Turing et qu'un ordinateur ne peut pas faire. Et puis à l'inverse, ce qu'un ordinateur peut faire et qu'une machine de Turing ne peut pas faire. Et vous allez voir, peut-être j'espère, un petit peu surpris. Voilà, alors enfin dans la vidéo numéro 10, alors il y aura peut-être d'autres vidéos par la suite, ça c'est on va dire une première série, je fais justement la comparaison entre un programme, parce qu'on dit souvent, mais oui mais c'est quoi le rapport entre ça et puis des langages évolués, comme par exemple Scratch, qui est un langage de programmation graphique, ou d'autres langages connus, comme Python, JavaScript, C, Pascal, etc. Alors je vais prendre l'exemple dans cette vidéo, je vais faire le parallèle entre des lignes de code écrites avec le langage, j'ai choisi Python, parce qu'il est moderne et puis il est très connu. Et donc on va faire le parallèle, on va comparer des lignes de code faites sous Python et leur équivalent algorithmique, mais saisi dans cette machine. Et on va voir qu'on peut faire la même chose, en fait tout ce qu'on peut faire, les principes de base de l'informatique, je ne parle pas des fonctions, des choses très évoluées, mais en tout cas, basiquement, en fait, la façon de réfléchir pour trouver des lignes de code à mettre dans un langage évolué moderne comme Python, la façon de réfléchir est la même que la façon de réfléchir pour faire des algorithmes. Et on va voir comme ça le parallèle, comparaison Python, machine de Turing. Voilà. Bien, alors j'espère que ce programme vous plaît. Alors, sans plus attendre, on va attaquer tout de suite le vif du sujet. Donc comme annoncé tout à l'heure, voilà une présentation rapide d'Alan Turing, puis après quelques exemples d'algorithmes qu'on peut faire avec cette machine bien réelle. Alors voici donc une photo très connue d'Alan Turing. Donc c'était un mathématicien anglais, il était aussi cryptologue. Alors vous pouvez mettre sur pause pour noter les différentes informations. Alors pour votre information, il faut savoir aussi qu'en 2021, les nouveaux billets de 50 livres sterling sont à l'effigie justement d'Alan Turing. Alors c'était pour lui rendre hommage en fait, du fait que pendant la Seconde Guerre mondiale, Alan Turing a su décoder les messages chiffrés allemands et donc ça a permis de raccourcir fortement, ça donnait l'avantage à l'Angleterre et à ses alliés, et puis en même temps ça a permis de raccourcir la durée de la guerre et donc de sauver des milliers et des millions de vies. Voilà. Alors, parmi toutes les contributions de ce cher Alan Turing, il y a la publication en 1936 d'un article qui est devenu célèbre et dans lequel justement il explique son concept qu'on appelle machine de Turing. Alors de quoi s'agit-il? Turing expose dans cet article ce que doit contenir une machine qui permettent d'accomplir des calculs. Mais vous allez voir qu'en fait, au départ, c'était que pour des calculs. Mais calculs au sens large du terme. On va voir qu'en fait, finalement, Turing ne le savait pas, mais on peut faire plein de choses avec. Donc, la machine travaille en exécutant des instructions que lui aura données préalablement son utilisateur. Et l'ensemble de ces instructions, ça s'appelle un algorithme. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on appelle plutôt ça un programme. Alors, certains qui disent aussi des transitions d'état, voilà. Alors une telle machine, qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment est-elle constituée? Alors Turing l'a expliqué dans son article de 1936. En fait, il s'est dit, pour qu'une machine puisse calculer, on va voir comment nous, êtres humains, on fait pour calculer, et puis on va essayer de concevoir une machine qui fasse la même chose. Et donc il a trouvé comme ça la façon, ce que doit contenir la machine. Alors une telle machine, elle doit être constituée, d'après Turing, d'un ruban de longueur infinie. Alors c'est aussi pour ça qu'on appelle ça un concept de machine de Turing. Il faut savoir que Turing, à l'époque, en 1936, n'a pas fabriqué de telles machines. Il l'a juste mis sur le papier, on va dire. C'est un concept. D'ailleurs, il a écrit un ruban de longueur infinie, donc c'est impossible, bien sûr. Bon. Donc physiquement, ce n'est pas possible, donc c'est un concept. Et ce ruban, il comporte une infinité de cases. Et dans chaque case, c'est écrit un symbole. Alors, vous voyez, donc il faut aussi retenir tous ces mots de vocabulaire particuliers. Les cases contiennent un symbole. Alors il peut y avoir plusieurs symboles. Par exemple, ici dans cet exemple, les symboles, il y a 0 ou 1
Ou alors, on peut aussi avoir comme symbole, pourquoi pas, une case vide. Alors une case vide, c'est utile parce que ça permet par exemple de séparer des données. Vous voyez, on peut mettre, quand on fait une addition, par exemple, on va additionner le nombre A avec le nombre B, ben, on va coder en binaire le nombre A, on va mettre une case vide, et ensuite on va mettre le nombre B. Ça sert de séparateur. Voilà, donc avec 0, 1 et vide, ben, ça fait 3 combinaisons. Alors, quand c'est comme ça, eh bien, on dit qu'il s'agit d'une machine à 3 symboles. D'accord? Alors, on peut très bien imaginer même d'autres configurations. On peut imaginer par exemple une machine avec 2 symboles seulement, pourquoi pas, par exemple 0 et 1. Ou alors au contraire, une machine avec plus que 3 symboles. Par exemple, la machine réelle que j'ai conçue ici, ben, c'est une machine qui, à la base, avait 3 symboles. Et puis au final, vous allez voir que même quand on va dans les programmes, ici il y a le numéro de programme, de 1 à 20, en fait, c'est 3 symboles, je vous montrerai après. Et par contre, de 21 à 30, c'est 8 symboles. Alors, ça permet de faire des algorithmes plus sophistiqués et de toute façon plus simples à coder. Alors ces symboles, ils peuvent être tout ce qu'on veut en fait. Ça peut être des nombres, ça peut être des lettres, ou alors même des dessins, hein, peu importe, hein, du moment que c'est des symboles différents. Alors ça, c'est une première chose. Alors ensuite, toute machine de Turing possède aussi une tête de lecture et d'écriture. Alors ça lui permet de faire quoi cette tête? Ben, ça permet déjà de lire le symbole qui est contenu dans une case, et puis éventuellement, hein, si c'est écrit dans le programme, dans l'algorithme, éventuellement, cette tête, c'est aussi une tête d'écriture. Donc elle permet aussi de remplacer le symbole qui est écrit dans la case et d'écrire un autre symbole à la place. Voilà. Alors cette tête, elle peut se déplacer de case en case, mais d'une case à la fois tout le long du ruban, hein, alors soit d'une case vers la droite, soit d'une case vers la gauche, et ça, ben, c'est le programme qui lui indique ce qu'elle doit faire. Alors parfois même, on peut même mettre dans le programme que si on veut, la tête de lecture-écriture ne bouge pas, c'est aussi une possibilité. Bien, alors après, alors ça c'est une chose, alors maintenant écoutez bien, l'idée géniale d'Alan Turing, c'est que cette tête de lecture et d'écriture, elle possède aussi ce qu'on appelle, écoutez bien, un état. Alors qu'est-ce que c'est qu'un état? Alors là encore une fois, alors ça peut être un nombre ou une lettre, hein, peu importe. Bon, je vais détailler au fur et à mesure. Alors maintenant que vous voyez comment est constituée n'importe quelle machine de Turing, on va voir quel genre d'instruction elle est capable d'exécuter. Hein. Alors voici un exemple d'instruction qu'on peut donner à cette machine. Encore une fois, vous allez voir, vous allez comprendre petit à petit, progressivement. Mais en fait, c'est toujours le même type d'instruction. Exemple. Si tu es à l'état numéro 5 et que la case que tu pointes, hein, parce qu'il y a une tête de lecture-écriture qui est sur une case. Donc, si la case que tu pointes vaut 1, alors écris 0 dans cette case, puis va à la case de droite, puis place-toi à l'état numéro 12. Alors on peut donner comme ça une liste d'instructions de ce genre à la machine, et une telle liste d'instructions s'appelle un algorithme, ou alors un programme, ou encore une table de transition. Voilà. Donc voici un exemple d'instruction sur ma machine réelle. En haut, c'est en fait c'est le ruban. Hein. J'ai matérialisé ce ruban. Alors c'est un ruban de 16 cases qui est matérialisé en fait par 16 colonnes de 3 grosses LED rondes. Donc 3 LED par colonne. Alors il y a une LED, une grosse LED orange, au-dessus vert et au-dessus rouge. Vous voyez? Et en dessous de ces 16 colonnes de 3 LED, eh bien, il y a une petite LED bleue. Et alors, en fait, cette petite tête bleue, elle indique la position, c'est-à-dire là où se trouve la tête de lecture et d'écriture. D'accord? Voilà. Donc, sur cette image, vous voyez en bas un exemple d'instruction. Si tu es à l'état 1 et que tu lis une LED verte, alors passe la colonne sur rouge, puis va à la case de gauche, puis va à l'état numéro 2. Voilà, alors vous verrez, alors il y a un site internet et il y a une page algorithme. Vous trouverez des exemples d'algorithmes avec leurs vidéos et leur table de transition, hein, le code, comme par exemple celle-ci. Hein. C'est ce qu'il faut saisir dans la machine. Alors, ces algorithmes sont téléchargeables sur le site. Et puis, alors la machine elle est livrée avec son alimentation et aussi avec un dossier pédagogique. Et entre autres, eh bien, il y a sous forme papier tous ces algorithmes. Alors, je vais montrer un exemple. Donc ici, par exemple, la ligne qui est entourée, c'est si tu es à l'état 1 et que c'est la LED verte qui est allumée, alors passe la colonne sur rouge. Alors bien sûr, la LED verte va s'éteindre. Hein.
et la LED rouge va s'allumer. Puis va à la case de gauche, puis va à l'état numéro 2. Alors c'est l'une des 9 lignes de code d'un compteur binaire. Vous retrouverez ce code encore une fois et la vidéo correspondante dans la page algorithme de mon site internet. Bon voilà, vous savez tout ce qu'il y a dans une machine de Turing et puis comment est fait une ligne de code. Je vous explique en détail cette machine de Turing que j'ai créée, qui est ici. Et avant de commencer, je dois vous dire une petite chose particulière. En fait, vous voyez que les LED, on voit un clignotement sur votre écran. Alors ce clignotement, on ne le voit pas à l'œil nu, parce qu'on a une persistance rétinienne. Alors pourquoi ça fait ça? Parce qu'en fait, comme le dispositif il est fait avec un Arduino Mega 2560, il n'y a pas assez d'entrée-sortie dans ce dispositif. Donc j'ai fait un système qu'on appelle multiplexé. Donc en réalité, on croit que tout est allumé en même temps, mais c'est un peu comme à la télé, en fait, c'est un spot qui défile très très vite. Mais ça va tellement vite qu'à l'œil nu, on a l'impression que tout est allumé en même temps. Sauf que dans les capteurs CCD des caméras, alors celle d'un smartphone ou n'importe quelle caméra, c'est un capteur CCD, et ce dispositif, c'est pas comme un œil humain, en fait, ça prend des photos, des flashs très rapides d'images, et donc on ne peut pas éviter qu'on voit un petit peu ce léger clignotement, mais encore une fois, on ne le voit pas à l'œil nu, donc aucun souci. Donc comme je vous avais expliqué, en haut il y a les 16 colonnes de 3 LED chacune. Alors je vais l'arrêter parce qu'il est en fonctionnement, je vais vous montrer. Voilà, donc par exemple, alors ici avec les boutons droite et gauche, droite, je me place sur une case, en fait c'est une colonne mais c'est une case. Donc orange, ou vert ou rouge, d'accord? Il n'y a que 3 possibilités, donc c'est une machine à 3 symboles. Alors les états sont en dessous, vous voyez ici, alors en fait on passe d'un état à un autre. On va revoir ça petit à petit. Donc ici, on a l'état numéro 1, on peut passer à l'état numéro 2. Alors, petite parenthèse, je suis au programme numéro 1. Je peux changer de programme, 2, 3, et ainsi de suite. Donc, programme numéro 1, état 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, après l'état 6, on repasse à l'état 1. En fait, dans les programmes de 1 jusqu'à 10, 4, 6, 7, 8, 9 et 10, la machine, c'est une machine à 3 symboles, et avec un nombre d'états maximum qui vaut 6. D'accord? Alors on peut faire plus, on peut faire moins, vous voyez, voilà. À partir du programme numéro 11 et jusqu'au programme numéro 20, 6, alors 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. En fait, on va jusque 12. Voilà, de 11 à 20, jusqu'au programme numéro 20. Alors, hop, voilà, on peut aller, il y a 12 états. Alors ça, c'est l'état initial. Alors ici, c'est exactement pareil, c'est l'état futur. On verra ça après. Pareil, ça va jusque 12, bien évidemment. Donc, de 1 à 20, donc de 1 à 10, 6 états maximum par algorithme. 10 à 20, 12 états maximum par algorithme. Bon, alors c'est largement suffisant pour faire plein de choses, comme vous allez le voir. Mais dans les deux cas, eh bien, c'est toujours une machine à 3 symboles. Alors, hop, voilà. Voilà, il n'y a que 3 combinaisons par colonne. 3 symboles. Alors maintenant, à partir du programme numéro 21 jusqu'à 30, il y a 10 autres programmes qui sont différents. Regardez bien ici en haut. Je passe au programme 21, tac, tout s'éteint. Alors ici maintenant, de 21 jusqu'à 30, on a une machine où on peut aller jusque 22 états, d'accord, de 1 à 22. Et en plus, eh bien, ce n'est pas 3 symboles qu'on a par colonne. Regardez, il y a 8 combinaisons. Ça, c'est la première. Donc, on va numéroter à partir de ça. Combinaison 1, 2, 3, 4. Vous voyez, il y a 2 LED en même temps. 5, 6, 7, 2 LED en même temps. Et 8, 3 LED en même temps. Donc, on peut aller jusque 3 LED en même temps, ou 2, ou une seule, bien sûr, ou rien du tout. En fait, on a 8 combinaisons, 2 puissance 3. C'est une machine à 8 symboles avec 22 états maximum. Alors, ça permet de faire des algorithmes plus sophistiqués, ou alors de faire des mêmes algorithmes qu'on fait avec des machines à 3 symboles, mais on les code plus facilement. Il y a moins d'états. On va voir ça, par exemple, avec un exemple sur l'addition. Je vais vous montrer la différence entre l'addition de 2 nombres binaires fait avec une machine à 3 symboles et la même chose, mais en mieux, fait avec une machine à 8 symboles. Très bien, alors je vais revenir au programme numéro 1. Alors je vais aller par là. Ah oui, alors, quand on appuie sur le bouton, ça va plus vite.
Vous voyez? Alors il y a aussi une chose que j'ai oublié de vous expliquer. Ici, la tête, ici, bon, il n'y a que 16 colonnes. Mais si on va tout au bout, la colonne numéro 16, si j'appuie encore une fois, eh bien j'arrive ici à la colonne numéro 1. Vous voyez? Et dans l'autre sens, c'est pareil. En fait, ça passe de 1 à 16. En fait, c'est cyclique. Alors le fait d'avoir comme ça, alors certes, on a un nombre fini de cases. Ce n'est pas un ruban de longueur infinie, comme l'a défini Turing. Mais le fait d'avoir quand même un dispositif où la tête de lecture, en fait, c'est cyclique, bah, ça permet de simuler parfois pour certains algorithmes le fait qu'on a un ruban de longueur infinie. Bien. Donc pareil, alors ici, quand on appuie brièvement, ça fait ça, et quand on laisse le doigt appuyé, ben, ça va plus vite. Hein. D'accord? Dans l'autre sens, c'est pareil. C'est pareil aussi pour les numéros de programme. Alors 28, 29. Voilà. Alors je vais vous montrer, alors je vais aller sur un numéro où il n'y a peut-être rien, je vais vérifier. Je vais vous montrer comment on fait pour saisir une ligne de code dans la machine. Alors je vais expliquer encore plus dans les autres vidéos, mais je vous montre déjà très brièvement ici. Et alors ici vous avez l'état initial. Alors je détaillerai comment on fait pour trouver un algorithme, mais déjà ici je suis à l'état 1, alors bien sûr je peux choisir. Alors par exemple, voilà, on va dire, si tu as l'état numéro 3 et que par exemple tu lis une LED verte, alors je vais le mettre ici. Si tu as l'état 3 et que tu lis une LED verte, donc ça c'est l'état initial, état 3, LED verte, quelle instruction on va lui dire d'exécuter à ce moment-là? On va lui dire, allez, par exemple, hein, bah, passe de vert à rouge, c'est-à-dire on va lui demander de faire ça la machine. D'accord? Voilà. Donc pour faire ça, on lui dit, si tu es à l'état 3 et que tu vois une LED verte, ici on choisit la couleur qu'on veut ici, sur cette colonne. Écrit rouge. Donc si la machine est vraiment dans l'état 3 et que la tête de lecture est ici et qu'elle voit une LED verte, eh bien elle va faire ça. D'accord? Quand elle va exécuter l'algorithme, elle va faire ça. Ensuite, on lui dit, alors elle peut bouger cette tête, éventuellement. Hein. Bon, ici, il n'y a rien, c'est éteint. Donc elle ne bougera pas. Mais si je veux qu'elle bouge et qu'elle aille à droite, à gauche ou à droite, eh ben, j'appuie sur ce bouton jaune ici et je choisis la direction. D'accord? Par exemple, je vais mettre ici, droite. Donc s'il fait, je reprends, si tu as l'état 3, que tu vois une LED verte, mets-la sur rouge, donc la machine va faire ça. Ensuite, va à droite, la machine va faire ça. D'accord? Et ensuite, on lui dit, maintenant tu vas aller à l'état 8, par exemple. Donc on va... Alors je ne vais pas y arriver parce qu'il n'y a que 6 états. Alors tu vas à l'état numéro 5. Voilà. Donc voilà, ça c'est une ligne de code. Hein, et c'est la multiplication de ces lignes de code qui crée l'algorithme complet. Alors ça c'est une première chose. Alors on va essayer de se rappeler. 3, vert, rouge, droite, 5. Ok? Alors là il y a un petit bouton noir. En fait c'est comme dans les ordinateurs dans le temps, c'est Enter. On peut dire aussi en français Entrée ou Validation. Alors je vais faire exprès, je n'appuie pas dessus. D'accord? Je vais changer ici, et en fait vous allez voir que ça ne va pas être enregistré. Je n'appuie pas sur Enter. Donc maintenant si je change, alors je reviens à l'état 2, je reviens à l'état 3, voilà. Ah bah tiens, il n'y a plus rien. Vous voyez, la ligne de code que j'ai saisie, ben, elle n'y est plus. Bah oui, je n'ai pas validé. Il faut bien que ça s'enregistre dans la mémoire RAM de l'appareil. Donc je recommence, alors je remets la même chose. État 3, vert, tu mets du rouge, tu vas à droite, et tu passes à l'état 5. Donc maintenant, pour le mettre dans sa mémoire, j'appuie sur le bouton noir ici, Enter. Hop, et voilà. Alors on va vérifier. Alors je reviens sur 3. Bah oui, regardez, si je change, chaque fois que je reviens là-dessus, ben, c'est en mémoire RAM. Alors ça c'est bien, c'est intéressant. Donc on est au programme numéro 8. Vous voyez bien la ligne de code. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on éteint l'appareil? Bah, je vais le faire. Alors, j'ai des branches. Voilà. Alors la lime, elle est livrée avec l'appareil, hein, donc pas de souci, c'est du 5 volts comme ça. Donc ça se branche ici sur le côté. Donc je vais mettre sous tension, là vous allez voir une petite animation lumineuse de bienvenue. Voilà, donc c'est joli. Alors c'est joli, mais en même temps, ça permet de voir que toutes les LED fonctionnent bien. On ne sait jamais, des fois qu'il y a une mauvaise soudure. Voilà. Alors on va aller vérifier si au programme 8, on a toujours notre ligne de code qui est en mémoire. Donc c'était 3, et puis c'était vert. Ah bah non, hélas, il n'y a plus rien. Alors ça c'est embêtant, parce que c'est le même problème qu'il y avait dans les premiers ordinateurs. Par exemple le ZX81 de chez Sinclair. Ben on devait à chaque fois qu'on éteignait l'appareil, quand on le rallumait, on était obligé de retaper tout le programme. C'est pas top. Hein. Bon alors heureusement, dans le Arduino Mega 2560, qui est le cœur de ce montage, il y a une mémoire non volatile qu'on appelle EEPROM. Et alors, donc dans mon code, j'ai prévu ceci. Regardez, le bouton Enter ici, et je vais appuyer longtemps. Alors, je vais remettre que ici, donc ça, voilà. Je vais mettre la flèche. Voilà, comme ça, il manque rien. D'accord? Ah, puis on va à l'état 5. Voilà. Donc, je fais Enter. Voilà. Je revérifie.
Ok, c'est bon. Alors, si j'appuie sur ce bouton Enter pendant 1 à 2 secondes, je maintiens appuyé, vous allez voir ici, ça va écrire, quel que soit le numéro qu'il y a, ça va écrire 88 pendant un court instant. Et pendant ce moment-là, ben, le programme en cours va s'enregistrer en mémoire EEPROM. Donc je le fais. Tac, vous voyez, 88. Voilà. Ah, alors a priori, maintenant c'est bon, on va vérifier. Alors, je débranche. Voilà. Ok, je rebranche. La petite animation lumineuse de bienvenue. Ok, tout fonctionne bien. Alors maintenant, je vais aller donc au programme 8. État numéro 3. Attention, on va vérifier. Vert. Tac. Formidable. Voilà. Alors, donc c'est bien parce que du coup, je suis plus obligé, après avoir mis hors tension l'appareil, de ressaisir le code à chaque fois. Bah, heureusement, parce qu'il y a quand même 30 programmes. Moi, j'ai déjà plein de programmes qui sont dedans. Heureusement que je n'ai pas besoin de tout ressaisir à chaque fois, sinon je n'aurais pas fini. Vous voyez, d'accord? Donc ça, c'est bien. Ça permet de stocker en mémoire non volatile, dans la mémoire EEPROM de l'appareil, vos algorithmes. Alors, bien sûr, c'est une mémoire EEPROM. On peut réécraser. Hein, c'est comme un fichier dans un ordinateur. On peut le modifier et le réenregistrer. Ça va réécraser l'ancien. Hein. Si je modifie ici, voilà, j'appuie ici à nouveau. Ben, j'efface en mémoire RAM, et même si je veux en mémoire EEPROM, mon programme, on peut le faire un très très grand nombre de fois. Hein. La mémoire EEPROM est prévue, je crois qu'il y a au moins 10 000 cycles d'enregistrement, donc il n'y a aucun souci. Hein. Bon, alors voici quelques exemples d'algorithmes qu'on peut faire. On va les voir dans les prochaines vidéos. Alors on peut faire des animations lumineuses, hein, comme celle-ci. Par exemple, celle-ci c'est ping-pong, hein, je l'ai appelée ainsi, parce que ça fait penser un petit peu à un effet de ping-pong comme ça. Voilà. Alors celle-ci, je l'ai appelée Hola. Hein, ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit dans les stades, hein, quand les gens lèvent les bras. Ça, c'est zigzag. Alors ça, je l'ai appelé saute-mouton. Ensuite, ça, je l'ai appelé scanner. Alors, vous pouvez proposer d'autres noms, hein, si vous voulez. Hein. Ça, je l'ai appelé scanner parce que ça fait penser, vous savez, au laser d'un lecteur code barre. Ça, c'est l'inversion binaire. Alors, voilà, ça échange des 0 et des 1. Des 0 en 1, pardon, et des 1 en 0. Alors, ça sert quand on fait le complément à 1 avant de faire le complément à 2, qui sert de passer d'un nombre à son opposé. Par exemple, de plus 5 à moins 5, ou de moins 5 à plus 5. On verra ça dans la vidéo qui traite du sujet, des additions binaires. Ensuite, ça c'est le compteur binaire. Ensuite, l'addition de deux nombres binaires signés. On verra ça en particulier dans une vidéo, la 4 je crois. Bien, alors là, c'est un algorithme particulier. Hein. Ça s'appelle un castor à ferré à 3 états. C'est un algorithme qui produit 6 cases à 1 sur un ruban dont toutes les cases sont initialement à 0. Alors 6 cases à 1, c'est le score maximal. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait on ne peut pas faire plus que 6 cases à 1, au départ il n'y a rien, hein, tout est à 0, avec un algorithme qui ne possède que 3 états. C'est impossible. Donc comme ça c'est le score maximal, l'algorithme correspondant porte le nom de castor à ferré à 3 états. Alors il existe aussi des castors à ferré à 4 états. Alors bien sûr ils produisent plus de cases à 1, des castors à ferré à 5 états, etc. On verra, c'est très particulier. Alors sachez tout de suite que, par exemple, déjà pour 5 états, on n'a jamais trouvé le programme qui donne le plus de 1 possible. On n'a pas trouvé ce qu'on appelle le castor à ferré à 5 états. Alors encore moins à 6 états, à 7 états. C'est extrêmement compliqué. J'en reparlerai dans la vidéo dédiée au castor à ferré. Bon, voilà, alors on va s'arrêter là pour cette première vidéo. N'hésitez pas à partager le plus possible. Cliquez sur j'aime si vous le souhaitez. Et voilà, donc je vous attends dans les autres vidéos. À très bientôt.